La passion est mon moteur. La sécurité, mon obsession. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseiller chez DAFI. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, DAFI, la passion pro. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 7e édition déjà de la 3e saison de Moto & Co avec Mehdi Bermani. Salut bien. Salut mon cher Eric. Salut bien. Bien et toi, bien? Ouais, bien, bah, bien, ça va. Bien, bon, c'est cool. Et Guillaume, salut. Salut Eric, salut Mehdi. Salut Philippe. Bon, alors, vous l'aurez remarqué, j'ai le pif en feu et la voix qui va avec. Parti comme c'est parti, c'est la saison. Je suis sûr que ça va me tenir au moins pendant 2 semaines, l'histoire. Donc, je suis sûr que la semaine prochaine, on prend les paris. Je suis sûr que ça tient encore. Donc, bon, on verra si j'arrive à finir l'émission. Si j'y arrive pas, je compte sur vous, les gars. Oh, non, mais je te fais arriver. Si, je compte sur vous. Je compte sur vous. Gros dossier cette semaine, sécurité routière. Vraiment parce qu'il s'est passé plein de trucs depuis le mois de juillet. On va revenir un petit peu sur les petites nouveautés en matière de sécurité routière. Et puis au-delà, vous allez voir, on vous a posé des questions parce que c'est une première quand même sur Moto & Co. On vous a prévenu avant qu'on allait faire le sujet. On vous a demandé ce que vous en pensiez. Je vais pas vous mettre une bonne note, les gars. Il y en a qui a joué le jeu, qui nous a envoyé une petite vidéo. Faut y aller, les gars. Nous, on fait des vidéos. Faites-nous une petite vidéo. Envoyez-la nous quand on vous demande une question comme ça. Une réponse, en tout cas, votre sentiment sur quelque chose. Faites-le, jouez le jeu. Et puis, nous, on fera le tri et puis on les diffusera à l'antenne. Il y en a un qui l'a fait. Et vous allez voir. Donc, pour le reste, on a été voir des gens directement dans les rues de Paris. Donc voilà, ça sera un petit peu plus tard dans l'émission. Dans cette émission, bien sûr, alors, la petite rubrique en occasion à la fin de l'émission, le quiz. On va encore se faire charcuter par Clémentine Chana. La minute du doc, bien sûr, Mathieu Artaz répond à toutes vos questions dès qu'il peut. Hashtag minute du doc, comme d'habitude. Le zapping d'Amandine Culembourg. Et puis, comme chaque semaine, on débute par le débrief. C'est parti. Un débrief cette semaine qu'on a confié à Mehdi. Parce qu'il a essayé une super petite bécane. Ouais, j'ai dit. Une bécanette. Une bécanette, non, tu dis ça parce qu'elle est à 2, mais quand tu la regardes, elle a un beau gabarit quand même. Elle est assez valorisante pour une 500. La Benelli TRK 502X, version X. Donc off-road, avec un petit peu de différence par rapport au modèle standard. Ça se joue au niveau des roues, des suspensions. Bon, on va le voir après, j'ai d'autres questions. Voilà. Des étriers de frein, et puis c'est tout. C'est celle qu'utilise Ben Blake. C'est celle qu'utilise Ben Blake, en effet. Ouais. C'est la X qu'il utilise? Je sais que c'est une Benelli TRK 502, je sais plus si c'est la... Je crois pas que ce soit la X. Je crois qu'il l'a eu avant. Non, parce que la X, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps. Et Ben, lui, il a fait son donc film... Donc celle-là, elle est encore plus off-road, c'est ça? Elle est plus orientée off-road, tout à fait. Elle est tout bien, à fait. Moi, je t'ai vu rouler, t'avais l'air vachement bien là-dessus. Bah ouais, parce que c'est assez homogène, c'est pas délirant, c'est pas foufou, c'est bien posé, c'est sérieux. Il y a plein de petites choses qui nous chagrinent un petit peu. Là, c'est surtout au niveau de la finition. Mais après, pour ce qui est de l'agrément moteur, de la partie cycle qui est sérieuse, de la position qui est top. Tarif, confort, on a dit combien, tarif? Tarif, on a dit, c'est une très bonne question. 6 000 et quelques? Non, attends, tu vas me bloquer. 6 799. Ah, tu vois? Voilà. Non, pas très cher. 6 799. Pas Donc très souvent on compare à une Honda CB500X. Justement, tu prendras quoi? Bah voilà, question, on va y arriver sur nos questions. Je pense que le côté fabrication chinoise est quelque chose qui est dissuasif pour les gens qui sont davantage rassurés par la fabrication nippone ou européenne. Après moi, au niveau des équipements, de l'agrément, de la polyvalence, parce que là j'ai vraiment une X, alors qu'une CB500X c'est quand même plutôt une c'est route 17 CB500, pouces, ça reste une moto routière urbaine. avec des pneus route aussi. Là j'avais des Tourance par exemple là-dessus. Ah, quand même. Quelques belles protections moteur, voire un petit peu trop en latéral. Vous avez vu ou pas les crash bars? Oui, mais alors ça fonctionne. Je me permets de lever le doigt. Parce que toi, tu as fait un essai très poussé avec. Moi, j'ai eu la chance de faire un petit essai. Au début de l'été, quand elle est sortie, j'étais en Italie, pas très loin de l'usine Benelli. Et alors, on ne va pas ouvrir la rubrique Pessaro? Balance tes amis, mais toujours est-il qu'un des collègues qu'on ne citera pas, c'est Tollé. Et dans une saignée, non, c'est pas lui, non, c'est une maison concurrente. Et il y avait une saignée dans un virage sur une piste en off-road, c'était piégeux. Bon, il y a que lui qui est tombé, mais n'empêche. Arrête de lui chercher des voilà, excuses, non, peu importe, il s'est vautré. Bon. La moto est bien tombée. Figure-toi que les crash bars qui dépassent de 7
de chaque côté, ils font vraiment bien leur boulot. Voilà. Et en plus, tu peux même mettre tes jambes pour rouler en position. Ça, j'ai pas fait. Ça, c'est un argument. Ils n'en parlent pas, je comprends pas, Benelli. Bon, il y a eu plein de commentaires. Il y a eu plein de commentaires. Alors, on va commencer par Bradley Vadirskov. Question, Benelli ou Ducati? Point d'interrogation. C'est intéressant sa question en fait, parce que oui, tu vois que donc moto dessinée en Italie, fabriquée en Chine, mais donc inspiration italienne. On retrouve un petit peu des gènes, des Benelli, des Ducati, de la Multistrada, je trouve un petit peu sur la face avant. Pour moi, c'est un mélange ou un mélange entre Multistrada, un petit peu de la GS. Et puis un petit côté de Tyrannosaurus Rex qui lui donne ce côté. Voir Tiger quand tu regardes l'arête sur le haut du réservoir. Et ça, c'est un peu la limite du système parce qu'ils auraient pu trouver une vraie identité. Et puis ils ont fait un patchwork, un puzzle en fait des grosses tendances d'aujourd'hui. On apprécie. Moi, je suis pas fan elle a une présence quand même. Voilà, elle a un truc. Et puis il y a des beaux volumes. En fait, il y a une belle pro. Alors finalement, quand moi je dis que le Monkey c'est une Baby Africa Twin, je suis pas loin quoi. Parce que là, tout ce que tu as cité, c'est waouh, c'est un baby gros trail. Non, mais c'est pour dire que ils sont vraiment inspirés de ce qui se faisait aujourd'hui. C'est dessiné en Italie. On a quelque chose qui est pas, t'as pas de la finition bling bling. Ce qui est certain, c'est que je la trouve assez valorisante parce que pour l'avoir vue devant la rédac pendant une bonne semaine, je pense que tu l'as eu. Franchement, c'est vrai que quand tu arrives, elle en impose, elle est sympa. Il y a 2-3 petits détails de finition. Moi, j'ai trouvé un peu léger, mais pour le reste, c'était tu vois les petits fils par exemple pour les clignots à l'arrière. Sauf que disent que ça permet de mettre des valises et de pouvoir étendre le positionnement des clignots. Oui, bien sûr. Sauf que sur la X, avec le pot d'échappement haut, contrairement à l'autre qui a un pot en sortie sous le moteur, les valises, il faudra venir plus tard. Deuxième question. Merci pour ce test hyper intéressant que j'attendais. Ça, c'est Anthony Touchet. Quid de la maniabilité en ville? Très bonne question. Le centre de gravité n'est-il pas trop haut à la manœuvre? Savez-vous si les premiers 1000 ancrages bar peuvent être retirés? Donc ça, je dis oui. Et enfin, y a-t-il un emplacement pour un U sous la selle? Non, il n'y a pas d'emplacement. On ne peut rien ranger. Et pour ce qui est de la conduite en ville, c'est vrai que ça fait quand même 235 kg. C'est assez haut. On est à 840 mm en termes de hauteur de selle. 235 kg. C'est beaucoup pour une 500 quand même. C'est quasiment une 1200 GS quoi. C'est quasiment avec les pleins et tout ça, oui, on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin, écoute, elle est très belle, c'est du bon acier bien résistant, on va dire. Pourquoi elle est aussi valorisante quoi. Mais tu as un équilibre quand même, tu la sens jamais trop lourde cette bécane, elle a un super rayon de braquage, elle est assez haute. Mais son poids lui est plutôt bien placé je trouve, ce qui fait qu'elle t'aide à évoluer, elle a des roues fines, ce qui compense un petit peu la largeur pour remonter les fils, c'est pas top. C'est vrai que c'est pas tant le guidon, c'est surtout les crash bars qui t'impressionnent en fin de compte sur les côtés quand tu vas jouer. Ça donne un repère auditif. Ça donne un repère auditif. Voilà, c'est ça, cling, cling, cling. Voilà. Pardon. C'est pas terrible. Au pire, tu te fais une aile ou deux, ça va quoi. J'ai Simjuk qui me demande c'est pas mal, par contre j'aimerais bien savoir ce que ça donne dans la grosse caillasse et dans les gros trous avec ses suspensions. Ne manque-t-elle pas de débattement? Alors, suspension un petit peu différente du modèle normal. On gagne 10 mm en débattement à l'arrière. On est à 150, on est à 140 à l'avant. C'est pas phénoménal pour franchir du pierrier. Ça va pas le faire. D'autant plus qu'il n'y a pas vraiment un sabot moteur. C'est une protection sous le moteur. Tu sais, t'as pas un sabot qui remonte un peu plus. Donc non, on évitera de faire, c'est quoi le Romagnax avec le Romagnax, l'Herzberg Rodeo. Voilà, l'Herzberg Rodeo avec la TRK 502X. C'est pas terrible. Par contre, elle vous y emmènera. C'est de la balade. C'est aussi fait plus pour de la balade, du beau chemin. C'est sympa. Citizen Four qui dit aussi magnifique que Mehdi. 6800 €, c'est abordable en plus. Alors je sais pas si c'est de moi que tu parles, 6800 €, non, c'est plus cher pour me dire. Mais voilà, donc non, parce que je disais aussi magnifique que Mehdi, j'aimais bien. Donc Manu Mars 13 à 2,16, il y a une fille qui marche seule sur la route au milieu de nulle part. Elle est peut-être en difficulté, tu ne t'es pas arrêté, la moto n'est pas assez classe ou tu as peur de te prendre un vent? Non, puisque c'est Clémentine qui marchait au bord de la route et comme vous le savez, je préfère pas m'arrêter. Sinon après on se fait quand même défoncer au niveau de... Voilà. Et la dernière, pour un gabarit d'1m73, est-ce que ça passe ou faut-il se rabattre sur la TRK normale? Je dis que oui, ça passe pour un gabarit d'1m73 compte tenu de l'échancreur de la selle. Je pense que jusqu'à 80, enfin on a quand même des appuis. Voilà. C'est 840, c'est pas comme une Africa Twin Adventure à combien? 920. 920. Même pour moi, c'est compliqué. Tu fais 2m12. 25. Puis je levais peut-être le doigt. Interrogateur. Oui ou pas? Non. En fait, en Italie, donc quand j'ai pu rouler avec cette moto, il y avait l'état-major chinois.
qui était présent, qui a de grosses ambitions pour le marché européen, peut-être même de trop, parce qu'après le troisième saké, il t'explique qu'ils vont faire du MotoGP et du Superbike, on va attendre. Voilà, tout doux petit poney. Non, toujours est-il qu'ils sont sans mystère sur le fait que toute leur gamme actuelle, Leoncino et TRK, arrivera bientôt avec un 750. Wow. On en parlera dans une prochaine émission, mais c'est vrai que le salon EICMA de Milan arrive très bientôt et peut-être qu'on aura ce type de surprises qui seront de bonnes surprises parce que la base, la base est saine, la moto est assez dimensionnée pour avoir 250 cm3 de plus et 20 chevaux de plus. Donc, et ça serait une offre, je dirais, intéressante et pas seulement pour les permis à deux. Mais déjà dans l'état, c'est super sympa. Franchement, c'est la puissance utile. J'ai pris 180 km/h sur route fermée en Allemagne, sur un circuit, avec une combinaison airbag, escorté par deux policiers. Donc ça, c'était après. Tu prends des précautions, moi, je trouve. Ah oui, non, t'es sérieux comme gars. Non, c'est important. Tiens, puisqu'on parle d'équipement et tout ça, on va en profiter, c'est le shopping. Allez, c'est parti. Le shopping, comme la semaine dernière et puis la semaine prochaine, puisque maintenant on y va. Nous on y va, on va au contact, on va voir directement les équipementiers et tout, directement chez eux, à la maison, ou presque. Puisque j'étais en tout cas à une conférence de presse, présentation des produits Behring, Segura et tout. Et alors je suis tombé sur un produit que j'ai trouvé plutôt sympa, j'avais vraiment envie de vous le montrer. C'est un blouson qui s'appelle le Jazer de chez Segura. J'ai rencontré David Berger, qui est le directeur des collections Behring et Segura, qui nous parle de ce blouson un petit peu particulier. Ce blouson, c'est un ovni. C'est un ovni chez Segura puisque c'est pas forcément dû au mix de matière, mais plutôt à l'inspiration stylistique. Les bandes plissées qu'on a mises sur les flancs des manches évoquent certains films de science-fiction. Et le style asymétrique déstructuré des poches lui donne vraiment un cachet qui casse par rapport aux tous les autres produits de la collection. Le mix des couleurs aussi, le marron et le kaki, ça se marie parfaitement. Ça lui donne un vrai cachet par rapport à un blouson noir traditionnel qui se voudrait vintage mais rétro. Là pour le coup, on a quelque chose de très déstructuré, très atypique dans la collection. Techniquement parlant, on reste sur un blouson qui est très complet puisqu'on a notre doublure amovible. Tu noteras d'ailleurs que la couleur de la doublure est associée au montage des bandes plissées sur les manches. Donc doublure amovible, donc c'est un blouson qui est utilisable été comme en mi-saison. Et bien évidemment, puisqu'il est CE, il est entièrement équipé des protections coude, avant, bras, épaules. Et la totalité, la carcasse du blouson, lui, est homologuée. C'est pas uniquement les protections, c'est un vrai focus en termes de sécurité. Et pas que stylistique. En termes de tarifs, nous sommes à 449 €. C'est disponible en magasin à partir d'octobre. C'est vrai que ça fait un petit peu penser... Jean-Vincent Placé. Ah ouais. Commencez pas les gars. C'est vrai que ça fait un petit peu penser au blouson de Finn. Vous savez, dans Star Wars, vous vous souvenez de ce petit blouson avec les... C'est exactement le même. Mais on le voit. Non, mais on le voit. C'est un petit peu ça. Ça fait un petit peu penser. Mais si, c'est celui qu'au départ... Mais si, au départ, vous savez, c'est ce nouveau personnage. Au départ, on lui donne un blouson de pilote. Et ben, ils se sont inspirés en fait de ce blouson pour créer le Jazer donc, de Segura. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. J'avais envie de le voir. Masque anti-pollution maintenant. Et ça, je l'ai découvert dans les allées du salon de Paris, qui était quand même un sacré truc, ce salon, mine de rien. Ça a super bien marché. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, peut-être même la semaine prochaine. Tiens, juste, on dira un petit mot de ce salon quand même. C'est le Air Pur Nano, donc ce masque anti-pollution de la société Air Pur. Et là, j'ai rencontré Mathieu Lécuyer, qui est le cofondateur d'Air Pur. Je vous ai dit que c'était Air Pur ou... Air Pur, t'as dit, ouais. C'est ça. Alors ici, c'est un prototype, c'est un masque dans lequel à l'intérieur on a intégré un capteur de pollution qui permet de capter la pollution en temps réel et changer en fonction du taux de pollution. C'est-à-dire que si le masque devient rouge, ça veut dire qu'on traverse un environnement extrêmement pollué, et s'il est vert ou orange, on n'est pas trop mal. C'est plus à but indicatif et visuel pour les autres utilisateurs. Derrière, on a une application mobile qu'on a débloquée qui permet de capter en temps réel la pollution et de savoir quand est-ce qu'il faut changer le filtre. L'application indique en plus le nombre de points de vie qu'on a gagné par rapport au fait qu'on n'a pas respiré cette pollution de l'air et nous indique en temps réel quand est-ce qu'on change le filtre. Aujourd'hui, on se positionne sur un produit premium et il est vendu autour de 149 €. Aujourd'hui, on est sur notre premier modèle, notre première collection. C'est un produit qui est entièrement made in France et on est fiers de le faire chez nous pour respecter toutes ces valeurs.
Alors, il faut savoir qu'ils sont en précommande en ce moment. En précommande, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de relancer une production. Ils en ont déjà vendu 3500. Ils s'y attendaient pas forcément. Donc, c'est en précommande sur leur site. Leur site, c'est r-pur.com. Et figurez-vous que ces petits gars-là, ils sont basés dans la station F. Vous savez, c'est cette espèce d'incubateur de petites sociétés qui a été montée par Xavier Niel. Ah, d'accord. Ouais, donc ça marche bien cette histoire. Et ces gars sont vraiment hyper investis et leurs produits manifestement cartonnent tellement. Il se peut même que la police et l'armée s'y intéressent, figurez-vous. D'accord. Il pourrait qu'il y ait des versions spécifiques pour eux. Ça serait bien. bien. En tout cas, c'est bien, ça vous protège un petit peu de la pollution. Je crois que c'était plutôt pas mal. On passe au zapping. Zappon. Zapping. Zarco. C'est vrai qu'avec les résultats qu'il fait maintenant en MotoGP, déjà ce qu'il faisait avant c'était extraordinaire, c'est clair. Mais c'est vrai que là maintenant le fait qu'il roule devant en MotoGP, ça attire un peu plus le public non moto. Oh, he's a heck of a rider, but that is no one's business. Oh my goodness, I have not seen anyone save a moment like that in a long, long time. Me either, goodness. Beats. Game of Musketeer. Zapping, comme chaque semaine, qui vous a été préparé par Amandine Culembourg et que vous retrouvez, je vous le rappelle maintenant, sur notre Instagram. Pourquoi notre Instagram? Parce qu'on a décidé que ça allait être notre vecteur principal maintenant pour parler avec vous plus directement. Parce qu'on s'est rendu compte que d'autres trucs étaient un peu moins directs et que Instagram c'est vachement bien pour ça et que ça nous donne l'opportunité de faire plein de trucs, comme par exemple vous montrer un petit peu les coulisses de ce qu'on fait ou presque en direct des essais quand on y sera. Parce qu'en ce moment c'est vrai que c'est un peu light au niveau des ça va essais. reprendre. Oui, ça va reprendre. Ça va reprendre. On aura peut-être l'occasion d'en reparler ça aussi la semaine prochaine. Pour l'instant on va s'intéresser au gros dossier de la semaine, sécurité routière, vraiment. Tu l'as vu ce lancement? Ah, il était bon. Il était bon. Avec l'intonation là, je valide. Non, il était bien. Avec le petit regard interrogateur. Tu l'avais aimé ça? Le petit clin d'œil. Ah oui. Non, mais je l'ai travaillé. T'as senti J'ai beaucoup travaillé. Acteur studio là. Ouais, c'est ça. Ah bah attends, non, mais tu sais qu'Al Pacino vient bientôt à Paris, il m'a invité. Il m'a dit tu viens, faut qu'on fasse un truc. On va parler sécurité routière. routière. Il m'a dit ça, on va parler sécurité routière ensemble. Bon, non, blague à part, on va parler sécurité routière. On vous a posé la question. On va le refaire ça, parce que ça c'est vachement bien. Et dès qu'on aura un sujet comme ça sympa, on vous posera la question. Et n'hésitez pas, vraiment, envoyez-nous un petit selfie de vous en train de nous dire j'aime pas, oui j'aime, ouais, c'est sympa, ah là là, cool. Mehdi, quand est-ce que tu viens me voir, est-ce que je peux me faire une petite bouffe avec toi, surtout les filles. Mais bon voilà, n'hésitez pas, quand on vous pose des questions, à répondre. Voilà, bon. On a pour la peine quand même une personne qui nous a envoyé une vidéo. Non mais c'est le premier de l'histoire de Moto & Co et de Motor Live. Il a osé, il l'a fait, il l'a bien fait, on le regarde. Salut, c'est Dimo de Marseille. Voilà, j'ai perdu mes 2 derniers points sur mon permis de conduire.
à cause d'une nouvelle route à 80 km/h. Mais je ne vais pas me laisser abattre et je ne vais pas laisser l'État choisir de quelle manière je dois faire du 2 roues. Je vais vous montrer. Merci Limo d'avoir joué le jeu. Et faites pareil les autres. Franchement, faites pareil. Ça nous évitera d'être obligés d'aller dans Paris. Hein, comme on l'a fait, pour avoir d'autres réponses aux petites questions qu'on s'est posées. Et on regarde ça tout de suite quand même. Ah bah moi je trouve pas ça très cool, forcément. Mais bon, du coup ça fait que tu dois tout respecter comme une bagnole. Les caméras et la verbalisation automatique, ça va carrément dans le même sens. Ça existe depuis toujours, sauf que là maintenant c'est high-tech. C'est vrai que la vidéo des fois, elle est méritée quand même. Mais c'est un peu abusé quoi. Bah, on est toujours stressé parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez être verbalisé, comment vous allez être verbalisé. Avec la délation en plus maintenant, c'est le pompon. Hein. C'est bien pour comment dire, pour la circulation, mais trop c'est trop quoi. Oui, surtout maintenant avec les trottinettes, les scooters, enfin on ne s'entend même pas. Hein. C'est tout ce qui est électrique, on ne les entend pas du tout. Les vélos déjà c'était difficile. Alors maintenant avec tout ce qui est comment dire, électrique, ça c'est catastrophique. Quoi. Il y en a partout, il y en a partout. Ils prennent les couleurs de bus, ils foutent partout. C'est pas assez réglementé, ils vont sur la route, sur le trottoir, en fait tout est permis. Et sans casque, sans gants, sans casque, quoi, ça me paraît aberrant. Le problème c'est que ça avance vite, c'est comme internet, ça avance plus vite que les lois. Les mecs sont à la masse. Bah, quand je vois ça, regarde ça, juste là. T'as vu la vitesse de la nana? Pardon. Sur le longboard, sans casque, au milieu des bagnoles. Et voilà, et bah pourtant, et bon, évidemment quand t'as un permis, ça te fout la rage quand on te prend un 65 et que tu vois ça, c'est sûr. Enfin bon, mais voilà, faut essayer de garder ton permis, c'est tout. Donc évidemment, tu modifies ton comportement, c'est clair. Ah bah évidemment, tu vois, ça suscite quand même pas mal de réactions, hein, ces petits trucs-là. C'est normal. Il faut dire qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce qui s'est passé depuis cet été. On a été gâtés. On a été super gâtés. On a été gâtés. J'ai été un peu méchant avec vous. Hein. Non, je tiens quand même à le dire. J'ai été un peu méchant parce que vous avez peut-être pas envoyé des vidéos, peut-être parce que c'est pas simple, on sait pas encore trop comment faire. Mais en tout cas, vous avez pas mal réagi quand même, notamment en mettant des petits commentaires sur la question qu'on a posée sur YouTube. Donc je vous remercie. D'ailleurs, on va faire un petit peu, on va regarder un petit peu ce que vous nous avez dit, vos sentiments que vous avez eus sur les questions qu'on vous posait, notamment sur le 80 km/h, notamment sur la vidéo verbalisation et tout ça. Alors moi j'ai quelques messages. On va commencer avec alors Van Lanschut Mike. C'est compliqué ton nom, faut changer ça. Tu peux le répéter? Non, Van Lanschut Mike. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, mais je le dis quand même. Et lui il me dit déjà qu'on n'avançait pas à 90, alors à 80 il nous achève. Non mais c'est un petit peu le sentiment que tout le monde a eu quoi. Faut dire ce qui est. Oui, sur le coup tu te dis bon. On va plus rouler quoi. Ça fait 3 mois qu'on l'expérimente et c'est vrai que ça pose un coup de frein, c'est le cas de le dire, ouais. un peu à la circulation, on s'endort, c'est vrai que c'est... Enfin moi je fais beaucoup de bagnole aussi, en plus de faire de la voiture, enfin de la moto pardon, et en bagnole c'est catastrophique quoi. Ça dépend. Je trouve que t'es moins concentré. Mais surtout tu vois aussi que la mesure est pas respectée par tous parce qu'elle est peut-être pas perçu comme respectable par tout le monde. Donc du coup, les écarts se creusent entre ceux qui roulent à 72 pour être sûr de ne pas se faire flasher, et ceux qui s'en foutent et qui roulaient à 110 ou 120 comme avant. Et tu commences à avoir des effets un peu dangereux d'écart de vitesse sur les petites routes. Alors, mais ça, il y en a pas mal d'ailleurs qui nous l'ont dit. Ils nous ont dit, le problème c'est que maintenant le delta entre ceux qui flippent de se faire gauler à 80, qui du coup roulent à 70, et ceux qui roulent à la vitesse normale, voire même avec le GPS, et qui du coup se retrouvent à 10-15 km/h de plus, qui arrivent, ils sont un petit peu surpris. C'est vrai que bon, ça demande un petit peu d'habitude, j'imagine que tout ça, ça va rentrer dans l'ordre comme c'était le cas avant, tout bêtement. Il y a de l'agacement. Il y a de l'agacement. Les chiffres nous le diront, après... Les chiffres sont aussi... Oui, parce qu'on peut déjà en parler là. Alors on va dire, septembre, c'est quoi? Il y a une augmentation des morts. Il y a une augmentation de l'accidentologie sur septembre, il y a une augmentation très nette de la verbalisation dès juillet.
Oui. Donc là, l'objectif était atteint. Est-ce que c'est pas les étrangers qui se sont fait avoir? Si, beaucoup. Mais sur, quand même. Sur le bilan 2017, c'est ça. Parce que déjà, mine de rien, les étrangers qui passent par la France en voiture ou en moto, ça représente une grosse partie des gens qui se font verbaliser. Je crois que c'est à peu près de l'ordre de 30%. Si mes souvenirs sont bons, il y a 30% à peu près des flashs en France aujourd'hui. C'est le fait de personnes qui viennent d'autres pays, qui connaissent pas bien les réglementations, qui n'ont pas vu le panneau, j'en sais rien, enfin qui se font avoir, quoi. Donc bon, là, j'imagine que c'était un petit peu... Ou qui pensaient qu'ils étaient tranquilles, et voilà, alors que maintenant les échanges se mettent en place, parce que sur le bilan qu'ils ont fait par rapport à 2017, par rapport au flash, tu multiplies par 4 le nombre de personnes qui se sont fait, enfin des étrangers, qui se sont fait attraper. Donc ça, c'est déjà énorme. Et puis après, il y a aussi la dénonciation, tu sais, par rapport... Arrête. Ah bah oui. Ah oui, la dénonciation. Ah ben oui, non, je par pensais rapport à à un ton truc, tu sais, à employeur. l'appli, là, tu sais. Non, Oh, je te parle de ton employeur ou comme nous, par exemple, qui empruntons des véhicules à des marques, ou voilà. On te dénonce, on te dénonce. C'est la loi. Ouais, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Si je me rappelle certains souvenirs, je pense que c'est pas bien. Mais oui, c'est violent, bien sûr. Et ça aussi, ça fait qu'on récolte plus d'argent, les flashs ont plus flashé. Donc c'est que ça marche bien. Voilà, ça marche bien. Alors moi, il y en a un qui me disait, il m'a fait marrer, c'est Nathan Turpin. Nathan, il me dit le 80, je roule en 4ème, la 690 Duke en 5 à 80. D'ailleurs, je vends ma 6 si quelqu'un est intéressé. Il vend sa 6ème vitesse. Non, mais il a raison, c'est vrai que... non, c'est vrai que mine de rien, ça change aussi un petit peu sa façon de rouler, techniquement parlant. Bon, ça dépend un petit peu des véhicules quand même, mais c'est vrai que parfois, par régime, c'est compliqué. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, sur des grosses, c'est pas évident. Tu fais forcément tomber un rapport. Mais moi, ce que je veux dire par rapport à ça aussi, c'est que tu te retrouvais derrière des camions. Et quand tu parlais de l'agacement aussi, et ça, je trouve que c'est un vrai problème. Alors, est-ce qu'il faut descendre la vitesse des camions ou trouver un système pour que, quand on est à l'approche d'un camion, on a le droit de récupérer une... Parce que quand tout le monde se retrouve comme ça derrière, et que tu attends justement la ligne en pointillé, enfin, c'est super tendu. Quoi. Alors, tu sais que c'est Diablotine qui nous dit ça. Elle nous dit quand un camion vous colle et vous pousse au cul sur une départementale, c'est carrément flippant. Ah bah ouais. Spielberg a fait des beaux films avec ça. Ouais. Non mais blague à part, c'est duel un peu de temps en temps. T'as un peu l'impression quand même que... Non parce que derrière ils rigolent pas les camions. Eux ils sont à la bonne vitesse. Donc ils se mettent à 80. Je me doute que leur tableau de bord, tu vois, leur cinémomètre, comme on dit. Je pense qu'il est encore plus fiable que sur les bagnoles. Parce que c'est très très important pour eux. Ça peut être vraiment... voilà, bon, la vitesse d'un camion, elle détermine aussi, et encore peut-être de façon plus importante, sa distance de freinage. Je suppose que eux ils ont le nez dessus pour savoir... tu vois, en termes de distance de sécurité, enfin, je sais pas si vous êtes camionneur, dites-nous comment ça se passe, mais j'imagine que c'est vachement important pour vous, encore plus peut-être que pour un véhicule beaucoup plus léger, de savoir vraiment précisément à quelle vitesse vous roulez. Et il y a aussi le fait que quand tu es en camion, tu freines derrière pour retrouver ta vitesse de 80 ou 90 ou 100, j'en sais rien, c'est d'autant plus compliqué que tu es lourd. Donc j'imagine qu'ils doivent essayer de rester le plus proche possible de la vitesse autorisée le plus longtemps possible. Et donc voilà, donc résultat, on se retrouve avec des bécanes qui ont des compteurs plus ou moins fiables, des motos pareil, et résultat, tu te retrouves avec des deltas encore une fois qui peut être important. Et ce sentiment, parce que c'est peut-être pas le cas, mais tu as ce sentiment que derrière, ça te pousse méchamment de temps en temps. C'est vrai, moi je veux bien le croire ça. Je veux bien le croire. Bon, ça c'était pour le 80. On s'est rendu compte que bon, ça a bien flashé, ça a bien marché. Est-ce que ça a réduit la mortalité sur les routes? Les chiffres sont là pour nous laisser penser que, en tout cas, il y en a eu moins cet été, ça c'est une certitude. Est-ce que c'est lié à ça ou autre chose? C'est un petit peu compliqué de le dire, honnêtement. C'est un petit peu, il faut du recul. Il faut du recul. Et puis alors c'est toujours pareil, qui est-ce qui va analyser les chiffres, qui est-ce qui va les interpréter aussi derrière. Le problème des chiffres, c'est que c'est jamais corrélé sur la quantité du trafic. Oui, c'est-à-dire qu'en plus, on est souvent dans l'épaisseur du trait. Je veux dire, effectivement, chaque accident est dramatique, on ne va pas mettre ça en question. N'empêche que le delta, c'est 12, 14, 17, 26 personnes de plus, de moins. Encore une fois, c'est énorme, la question n'est pas là. Sauf que tu es, malgré tout, dans l'épaisseur du trait d'un mois à l'autre, globalement, et tu n'as jamais la corrélation avec le nombre de déplacements, tu n'as jamais le facteur météo. Ça vient après, genre oui, il pleuvait. Dans l'analyse, voilà, bien sûr. Et surtout, tu n'as jamais de compteur sur le niveau du trafic de véhicules particuliers et de poids lourds. Donc en fait, ces chiffres-là, globalement, ne veulent rien dire, si ce n'est de la part de nos amis de la sécurité routière, il y a eu moins de morts, donc les radars marchent, il y a plus de morts, il faut remettre des radars. Et ça, c'est le discours un peu lénifiant qui nous traîne depuis 30 ans, et ils n'ont que ça comme argument sur des chiffres statistiques, des données statistiques, qui sont finalement extrêmement faibles en termes d'analyse. Ouais, c'est clair.
Et puis, alors, en plus, tu as aussi ce phénomène que moi j'attends, moi j'attends les résultats pour savoir le nombre de morts. En gros, s'il a plus baissé sur les routes à 91, ex-90 et passé maintenant à 80, ou si c'est quelque chose de général. Parce que l'idée, quand même, c'était d'éviter, je sais plus combien, 400 morts par an. 300, on nous a promis 408 sauvés. Bon, là, on n'y est pas. On nous a promis 408 sauvés. Bon, là, on est remonté. On verra ça quand on aura les chiffres. Je pense que ça sera plutôt en début d'année prochaine, du coup, maintenant. Mais je pense que c'est sur l'année. Tant que les chiffres seront décorrélés du trafic, de la densité, du type de véhicule, ils auront la signification qu'on veut bien leur donner, c'est-à-dire en fait qui va dans le sens du vent et donc du gouvernement. Voilà. Oui, et puis là on reste sur une analyse factuelle mois par mois et on arrivera sur un bilan qui arrivera au printemps de l'année prochaine où là on aura peut-être plus d'éléments. Bon, en tout cas, ça on l'attend évidemment. D'ici là, on fera de la trottinette électrique. Tu roules à 80 toi ? D'ici là, on fera de la trottinette électrique. Je roule à 50 en ville. Moi aussi, là-dessus, reste sur la gars, 80 en ville. Non, mais en fait, moi je vous le dis franchement, le plus compliqué pour moi, ça dépend de la route. Quand tu as une route qui est super large, tu as 2 voies de chaque côté. Tiens, quand tu te trimbales dans la forêt de Fontainebleau, là, et que tu as des artères qui durent pendant des kilomètres et des kilomètres en ligne droite, et que on te dit c'est 80, déjà qu'avant 90, j'avais l'impression que je risquais de m'endormir à tous les 200 mètres. Là, j'avoue que 80, ça a encore été, pour moi, ça a été un petit coup encore au moral. Voilà. Après, je dis pas que c'est pas bien. Je vous dis juste, voilà, moi, mon ressenti, c'est de me traîner. Voilà, point. Et j'avais déjà la sensation qu'on pouvait rouler en sécurité plus vite, mais c'est un ressenti. Je dis pas que c'est la réalité. La preuve, c'est qu'il y a des morts, il y a des gens qui se tuent. Donc, il faut croire que c'était trop vite. Moi, je veux bien rentrer dans ce jeu-là aussi. Toujours est-il que j'ai l'impression parfois de me traîner un petit peu. Voilà. La vitesse, c'est le facteur aggravant, mais c'est pas non plus un facteur. Il y a d'autres facteurs sur lesquels. Il y a plein d'autres facteurs. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question plein et notamment les trottinettes. Alors, les trottinettes. Qu'est-ce qui se passe avec les trottinettes? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, attends, alors j'ai vu ça. C'est quoi? 23% d'augmentation des accidents en trottinettes électriques. Mais que s'est-il passé cet été? Des trottinettes gratuites en libre service? Mais combien d'augmentation? Pas gratuites, en libre service, en free floating, qu'on peut laisser un peu partout et surtout n'importe où, parce qu'on en croise quand même un petit peu partout, au milieu des trottoirs. On en croise partout parce que ça roule où ça? Ah là là, m'en parle pas. Mais non, mais il y a un vide énorme sur ces trottinettes. On ne sait pas vraiment, pour l'instant, la loi n'est pas très claire en France sur où on a le droit de rouler avec ces patinettes électriques. Pourquoi? Parce qu'il y a des histoires de vitesse. Et solo wheel. Enfin, et monoroue. Ouais, et oui, tous ces machins-là, tous ces petits trucs où tu es apparenté piéton ou cycliste, du coup, mais tu l'es pas vraiment, parce que c'est un truc électrique. Donc, au-delà de 6 km/h, tu n'as plus le droit de rouler sur les trottoirs. Ça, c'est interdit. C'est le cas aussi en vélo, je le dis comme ça, c'est pas la peine d'essayer de faire Poulidor et non mais c'est vrai, et Bernard Hinault, ils sont vieux ceux-là, non? On n'en a pas des plus récents. Froome, voilà. Froome, lui il est en vélo électrique aussi, non? Alors bon, quand tu voilà, au-delà de 6 km/h, tu peux pas rouler sur les trottoirs, donc tu es censé aller sur la route. Bon, le problème c'est qu'avec ces machins-là, tu peux pas normalement aller sur la route. Tu peux pas non plus aller sur les pistes cyclables, tu peux rien faire. Alors il y a une espèce de vide, il y a un flou total artistique. Évidemment, en Ile-de-France, enfin à Paris en l'occurrence, où on a déployé des petites patinettes, trottinettes électriques en libre service, évidemment c'est payant. Bon, on voit bien que les gens font un peu ce qu'ils peuvent. Moi je vais pas le reprocher à ceux qui roulent. On leur a dit, vous pouvez les prendre, vous pouvez rouler avec, vous seriez bien de mettre un casque, etc. Ce serait pas plus mal et tout, mais on vous y oblige pas. Et surtout, vous pouvez rouler, allez-y, faites-vous plaisir. Donc ils savent pas trop où, ils savent pas trop comment, ils le font, point. Bon, résultat, c'est compliqué, il y en a qui se font éclater par des voitures, non, mais c'est vrai, c'est horrible. Puis ils se retrouvent sur la route, il n'y a pas de clignot, il n'y a pas de... Mais oui, puis vous avez bien entendu tout à l'heure, c'est un stress supplémentaire pour les gens qui sont sur la route aussi. Parce qu'on prend toujours en compte le fait, on se dit, il faut protéger ces gens-là. Oui, mais le stress induit par ces choses-là. Moi, je me souviens très très bien, par exemple, au moment où on a parlé de la circulation interfile avec Emmanuel Barbe, quand ils nous ont présenté l'expérimentation de l'interfile. On nous a expliqué que le problème de l'interfile principal, c'était pas le nombre de morts, c'était le stress que les motos généraient auprès des automobilistes. Et qu'il fallait régler ce problème parce qu'on stressait quand on était en moto, on stresse les automobilistes. On stresse les autres. Ah ouais, donc ça c'est vrai que c'est un problème. Bon, alors en revanche, les petites patinettes, les vélos électriques et tous les tutti quanti là qui se baladent partout dans Paris, ça stresse aussi, mais c'est pas grave. Donc on va les laisser rouler quand même et c'est très très bien comme ça fluidifie, tout ça c'est bien. Bon voilà, ça c'est le petit discours qu'on adore. Force est de constater en tout cas que c'est dangereux.
parce que le nombre de morts augmente. Ouais, mais ça va légiférer, c'est obligé. Face à cette réalité-là, les assureurs d'ailleurs se posent la question aussi, comment protéger leurs assurés, voilà, qu'est-ce qu'on sort comme. Alors ça va légiférer, par contre j'étais moi, quand ça vendredi, souvenez-vous, à Autonomie, le salon de la mobilité douce, parce que c'est le grand thème du moment, c'était à la Halle de la Villette, ça s'est terminé samedi soir. Et c'est intéressant parce qu'en fait, tous les acteurs, y compris la ville de Paris, sont sur la valorisation de ce qu'on appelle les mobilités douces. Donc en fait, il n'y a pas de frein pour l'instant à vouloir limiter ça. Il y a le nombre d'entreprises qui proposent des patinettes, des trottinettes, des hoverboards, des vélos, des scooters, des machins. Il y en a de plus en plus, tu ne sais pas trop d'où ça vient. Il y a différents niveaux de puissance. Ils sont tous en train de rivaliser sur la compacité, l'accessibilité. Certains ont mis en place des trucs assez intelligents par ailleurs, où des espèces de tricycles comme ça électriques, et après tu prends le métro, tu le replies, ça te fait un pose-pied. Bon, c'est dans le cas d'un métro pas bondé, ça peut fonctionner, mais bon, pas tout le temps. Toujours est-il qu'il est important effectivement qu'on prenne le dossier en main, enfin que le dossier soit pris en main, parce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y en ait de plus en plus. Ça, c'est quelque chose qui est carrément évident. Et puis au-delà de ça, les systèmes de connectivité, de réservation en ligne, de partage, etc., c'est quelque chose qui est en train aussi d'exploser. Parce que l'automobile connectée, la mobilité connectée, c'est vraiment la grosse tendance de la décennie à venir. Un jour, il faudra qu'on fasse un sujet entier sur l'autonomie et sur les véhicules qui nous attendent. On va le faire. Parce que ce que tu as vu là, c'était terrible. Disons que c'est un monde meilleur dont on ne veut pas. Non, mais c'était un truc fou et je vous assure que je sais que vous n'êtes pas forcément tous intéressés par l'automobile et tout ça, mais un jour, même si on est dans Moto & Co, il faudra qu'on vous parle de ce qu'a vu Philippe au salon Autonomie, parce que ça va induire des choses sur le monde de la moto que vous n'imaginez pas. Et donc un jour, je vous poserai une petite question sur YouTube un de ces jours là-dessus et on fera un sujet. Je vous jure que ça va vous plaire. Parce que dans le monde de demain, il n'y a pas beaucoup de place pour la moto telle qu'on la pratique aujourd'hui. Mais le monde de demain, les amis, quoi qu'il advienne, nous appartient. Comme disait un grand philosophe, Joe Star. C'est important quand même. Les classiques, c'est toujours bon quand même à prendre. Alors, autre chose qu'on a vu débarquer à Paris, et vous voyez les images qu'on a été tournées dans Paris derrière nous depuis tout à l'heure, c'est la vidéo-verbalisation à un niveau assez hallucinant. Vous voyez des jolies petites caméras qui me passent dans le dos là. Allez, encore une, regardez, je me pousse, oh là là, on les voit bien, oh là là, des grappes entières de caméras. Je vous assure qu'on a été tourner les images avec Clémentine. Je lui dis viens, on va aller tourner des images, on va bien réussir à trouver 2-3 caméras. Alors, c'est pas 2-3 qu'on en a trouvé, on a fait un aller-retour de ici les Moulineaux, en gros à Saint-Michel, et on est revenu, et en fait, on avait tout le temps le nez en l'air, parce qu'il y en a partout. Alors, les 1200 qu'on nous a annoncé avoir mises, ces espèces de grappes qu'on voit partout là, elles sont bien là, je vous assure qu'elles sont bien là. J'ai même vu un truc assez surprenant, c'est une caméra qui est au-dessus d'une petite piste cyclable sur un pont. La piste cyclable doit faire à peu près, je sais pas, 50 cm de large à peu près, parce que évidemment sinon fallait mettre les voitures dans la Seine ou je sais pas. Donc ils ont une toute petite piste cyclable, contrairement à ce qu'on peut croiser habituellement, où elles peuvent être très très larges quand elles sont mélangées avec les voies de bus et tout. Et alors, il y a une petite caméra en plein milieu, et puis un flash d'un côté et un flash de l'autre. Alors là, on est sur... non mais c'est terrible. C'est-à-dire que là, une petite bécane qui veut se faufiler gentiment le long du trottoir, tu vois, est-ce qu'elle se fait flasher, est-ce qu'il y a du discernement, est-ce que tout ça, c'est compliqué quand même. Là, on se dit que ça va devenir compliqué de rouler dans les grandes villes, et notamment dans Paris, ça va devenir dur. Combien ils ont lancé d'agents aussi qui étaient spécifiquement dédiés à cette tâche-là? Alors, plusieurs dizaines qui sont sur des salles de contrôle gigantesques, qui contrôlent 1200 caméras. Alors, d'ailleurs, le chiffre du premier jour, c'est 400 verbalisations. Moi, ça m'amène à un constat, c'est très peu, parce que les mecs, ils sont quand même plusieurs dizaines, ils ont 1200 caméras. 400 verbalisations, donc soit ils font des pauses belote. Toi, tu vas te manger des commentaires. Soit ils font des pauses belote de fou, tu vois, mais c'est cool la belote, j'adore ça. Ils ont embauché que des motards. Soit ils ont embauché que des motards, soit Paris n'est pas le chaos annoncé, parce que imagine, il y a un tel dispositif de verbalisation qu'il suffit d'ouvrir les yeux et tu as 12 trucs qui se passent en permanence. Entre les gens qui se faufilent, ceux qui tentent leur chance, ceux qui respectent pas les règles, il y en a plein aussi, on les voit. Sinon, depuis que l'annonce a été faite, les gens ont super peur. Toi, tu crois super à carreau. Tu n'es pas allé à Paris depuis longtemps. Je sais pas. Tu te poses des questions quand même, tu dis au moindre truc. Écoute, moi j'ai un petit message de Ludovic Bresson. Il nous a mis un petit message parce que j'ai posé la question sur YouTube. Et il me dit, ça fait 1 an que je ne circule plus en voiture dans Paris et j'y habite. Trop compliqué, bouchon, parking hors de prix, verbalisation, etc. Même ma moto reste au parking. Alors là, c'est le truc, ça m'a...
une petite larme quand même. Je me suis dit, parce que même si tu sens pas la moto, comment on fait? En tout cas, tu nous regardes. Ça fait toujours plaisir. Mais voilà, le gars, il me dit, bon, je me déplace dans les Vosges, dans le Verdon, etc., etc. Là, à la limite, voilà, je suis plus cool. Bon, je regarde quand même un petit peu mon compteur et tout. Mais manifestement, à Paris, c'est devenu encore plus compliqué. Et alors, je peux vous assurer quelque chose, ça faisait un certain temps que j'étais pas allé aussi longtemps dans Paris, moi en moto, parce que je suis un peu dans le même état d'esprit. Je me dis, bon, ça, j'ai pas envie, il pourra rien. Et ben maintenant, c'est carrément, j'étais tétanisé, quoi. Tétanisé. Parce que, alors, il y a des caméras partout. Et on se dit, le gars qui est derrière moi, faut que je m'arrête là, putain, ça passe à l'orange. Mais ouais, mais il risque de me rentrer dedans, donc qu'est-ce que je fais? Avant, on nous disait, t'as quelqu'un derrière toi, à moins de 2-3 mètres, bon, t'y vas parce que tu forces le truc parce que sinon tu risques de te faire shooter. On te disait toujours, faut rouler un petit peu plus vite que la vitesse. On roulait toujours un petit peu, un petit cran au-dessus. On n'était pas complètement à droite, on était un peu à gauche pour pas avoir les portières. Et puis au niveau vitesse, toujours aussi, tu vois, se sortir un petit peu du flot de la circulation. Ah, mais là, t'as un piéton qui passe là aujourd'hui avec les 6 points que tu dois te manger. Il y a ça aussi. En fait, t'es dans une zone, mais t'es sur le qui-vive, quoi. Il va t'arriver quelque chose, quoi. Non, mais t'as raison. 6 points, si tu ne laisses pas passer un piéton. Alors tiens, je voudrais en profiter pour parler de cette histoire des piétons. Le piéton est-il toujours prioritaire? C'est une super bonne question en réalité, ça. Est-ce qu'un piéton est prioritaire? Eh bien, je vais vous dire un truc. Il est prioritaire à partir du moment où il y a un passage piéton à moins de 50 mètres de l'endroit où il est. Eh bien non, il ne l'est pas. S'il a un passage piéton à moins de 50 mètres, il doit aller sur le passage piéton. S'il ne le fait pas, et que tu le shootes, non mais ça, mais ça reste à moins de 50 mètres d'un truc, tu es quand même responsable. Tu te doutes je bien peux, que madame, je peux. Non mais tu te doutes bien que tu es responsable. En tant qu'automobiliste ou motard, tu rentres dans un piéton qui est à moins de 50 mètres d'un truc, tu es quand même responsable. Mais c'est pas une circonstance aggravante, si tu veux, pour toi. Tu vois en revanche, lui, un piéton, il a une amende aussi s'il est en dehors des clous, comme dirait l'autre. Il a une amende qui est de 4 €. Il peut prendre une amende de 4 €. Par rapport aux 135, ça fait pas beaucoup, c'est vrai. Mais enfin, bon, en même temps, il est à pied, le gars. Bon, donc, au-delà des 50 mètres, donc s'il n'a pas de passage piéton, là, pour le coup, il est vraiment prioritaire. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ça reste une personne qui est fragile, qui va pas parcourir 2 km pour aller trouver un passage piéton. S'il faut qu'il aille en face, il faut qu'il le fasse un peu dans le respect. C'est-à-dire, on regarde à droite, à gauche. Là, c'est vrai que de temps en temps, j'en vois qui me disent, ouais, mais les mecs, ils sont là avec leurs écouteurs, le smartphone à la main, ils regardent pas, ils débarquent de nulle part. Ouais, les gars, malheureusement, c'est à nous de faire gaffe. Je sais, c'est dur. Avec toutes les caméras, les trucs et tout, t'arrives, tu tournes, t'es là dans un bouchon, tu tournes à droite. Ah, il y a quelqu'un qui arrive comme ça, un peu dans ton dos. Ouais, il faut s'arrêter. Il faut se débrouiller. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur et que c'est du stress, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Le piéton, il est toujours prioritaire quelque part. Si on le shoot, il aura toujours plus mal que nous. Et je sais que c'est dur parfois, qu'on se dit c'est du stress, etc., etc. Mais c'est comme ça. Il faut faire gaffe, quoi. Ils sont vulnérables, les piétons. Voilà. Les vélos, c'est pareil, on fait attention aux vélos. Je sais parfois que ça suscite pas mal d'agacement, parce qu'il y en a de plus en plus que c'est. Mais vélo de roue. Vélo, de roues, poussettes, trucs. Voilà, les gens sont en danger, ils sont toujours plus en danger que nous, et donc on doit respecter, on doit faire attention. Et même si ça agace, et même si du coup, avec tout ce qui se passe autour, il faut avoir les yeux partout, le compteur, le feu rouge, le truc, je sais, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Il faut qu'on fasse gaffe. Voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre, nous, cette année qui nous arrivait? Vélo à contresens. Ça date pas forcément de... Mais ça rajoute encore un petit peu de stress. Hein. Parce que quand tu arrives, toi, tu tournes à gauche dans une rue, tranquillou bilou, et que tu te retrouves en fait sur la fin d'une petite piste cyclable, avec des gens en contresens, qui te jettent des regards assassins, tu vois, parce que ils se rendent pas compte que toi déjà tu as essayé d'éviter la ligne blanche où tu as failli te mettre par terre parce que ça glisse et tout. Mais bon, voilà, c'est pareil, ça fait partie du jeu. Maintenant on le sait, quoi. Les tournes à droite, ça agace aussi. J'ai vu des gens qui étaient énervés, moi, qui m'ont dit regarde les vélos, ils doublent. Non, ils doublent pas, les gars. Ils grillent pas les feux. Ils sont autorisés maintenant à tourner à droite. Et donc il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut qu'on sache, qui sont importantes. Nouveau nom des carburants, je vous avais posé la question, mais en vérité tout le monde s'en fiche. Donc on va pas rester là-dessus, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais c'est comme ça. C'est pour harmoniser au niveau européen, c'est bien. Et enfin, quand même, parce qu'il va falloir finir, et j'avais quand même envie de vous en parler, de la possibilité du péage urbain.
Oui, tout à fait, le péage urbain. C'est pas une question de sécurité à proprement parler, mais enfin, faut qu'on en parle quand même. De sécurité, où est la sécurité? Non, justement, c'est pour ça que je dis que c'est pas une question de sécurité à proprement parler. Non, mais ça nous énerve. Mais ça agace. Hein. Je relève le doigt interrogateur. Si en fait tout ça participe d'un écosystème complet où tout fonctionnera, que si tout fonctionne, la phrase est bancale, n'empêche qu'il faut que toutes les planètes s'alignent. C'est-à-dire que les vignettes critères, ça permet d'éliminer des véhicules trop vieux, pas connectés, voitures comme moto. Le péage urbain, ça va éliminer des véhicules trop vieux, parce que non seulement tu devras raquer, mais en plus tu auras une caméra ou un lecteur qui dira, monsieur, non seulement on accepte votre argent, mais pas votre voiture. Donc, du coup, progressivement, tu vas arriver avec une génération de véhicules à 2 comme à 4 roues, parce qu'on va y venir, qui seront connectés. Et en fait, plus tu es connecté, plus tu es en sécurité. Oui, mais est-ce que en ça théorie, parce que l'ordinateur lisse les comportements par rapport à la voiture. Donc encore une fois, c'est du Big Brother, c'est vers là la question que je se dirige. La question que je me pose, c'est dans quelle mesure est-ce que ça élimine pas les pauvres? Alors ouais, ça c'est intéressant. Parce que entre ceux qui ont des vieilles bagnoles, tu vois, que tous les étudiants s'achètent, tu vois, et qui peuvent plus rouler parce que leur bagnole elle est trop. Les mecs qui n'ont pas un rond, qui se débrouillent comme ils peuvent pour venir bosser de leur lointaine banlieue par rapport à la ville où ils travaillent, et qui ont des vieilles bagnoles parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter autre chose. Et maintenant les péages urbains qui rajoutent une petite louche. Déjà que les stationnements c'est pas donné, tu vois. Bon, évidemment à Paris, parlons pas de Paris. Maintenant Paris ça peut être 4-5 € de l'heure, 2,50 pour passer la journée rentrer en Paris. Non mais tu vois, c'est pas ça qui va gréver le budget du gars, parce que de toute façon déjà faut qu'il paye 5 € de l'heure. Donc et s'il paye pas, c'est 50 balles d'amende. Donc c'est sûr que là, partant de ce principe, 2,50 € même à 5 €. Hein, c'est cadeau. C'est limite c'est cadeau. Tu vois. Non mais ça va rentrer dans les frais, tu vois. Mais il y a tout un tas de villes, parce que c'est les villes de plus de 100 000 habitants qui sont concernées par la question. Toutes les villes de plus de 100 000 habitants qui vont décider de mettre un péage urbain parce qu'elles décident qu'il y a trop de voitures dans leur centre-ville, que c'est trop chargé. C'est pour la pollution, mais c'est aussi pour fluidifier le trafic, etc. Faire un peu de sous. Voilà. Je peux pas le dire. Il y a peut-être moyen de prendre un petit billet, mais je suis pas persuadé que ce soit vraiment le truc. Puis dans ce que tu dis, il y a une démarche intéressante, c'est que tout ça, c'est sur des motifs pseudo-écologiques, je mets des guillemets, parce que l'écologie telle qu'elle est là, à coup de vignettes critères qui t'éliminent des générations de voitures tous les 3 ans, c'est en fait de l'obsolescence programmée. Donc c'est faire tourner à bloc la machine industrielle, recycler des engins, en détruire d'autres, faire venir des containers de minéraux rares dans des usines en Chine qui repassent en France, qui vont ailleurs. Donc c'est un délire complet, tout ça sur des motifs écologiques, et tout ça, tous les 4 ans, tu dois changer de génération. Alors que l'écologie, ça peut être aussi faire durer des engins qui fonctionnent, qui coûtent pas cher, qui ne sont pas compliqués. Et au-delà, quand tu parles de pauvres ou de foyers modestes, ça peut être aussi des gens qui ne rentrent pas dans ce délire supposément écologique de faire tourner à fond la caisse la machine industrielle planétaire. Moi, je sais pas dans quelle mesure, quand tu as acheté une bagnole et que tu la gardes 10 ans, tu pollues plus que quand tu en rachètes une tous les 3 ans. Avec le process de fabrication. Non, mais ils vont dire que la techno de ton moteur, maintenant, voilà, elle est obsolète par rapport au nouveau HDI, FAP 110. C'est pas le bon exemple. Oui, c'est pas le bon exemple, mais je suis nul en bagnole. Non, c'est pas le bon exemple. Non, mais c'est les choses hybrides avec les batteries, les minerais à recycler, les batteries à recycler, etc. C'est un débat global qui est très compliqué. Le problème, c'est que la réponse à ces enjeux mondiaux complexes, elle est faite de manière très locale et très brutale. Donc en fait, ça fonctionne pas. Pas de pensée globale. Moi, tout ce que je sais, c'est que Paris, par exemple, puisque c'est quand même la première à inaugurer toujours ce genre de truc, Anne Hidalgo, la maire de Paris, manifestement, elle n'a jamais été tellement pour, en fait, un péage urbain, par exemple. Elle a toujours dit, moi, je suis pas d'accord, parce que je trouve que ça crée une sorte de petite fracture sociale, effectivement, entre ceux qui n'ont pas d'argent et puis ceux qui en ont. Ceux qui en ont, ils vont mettre la thune. C'est un petit peu ce qui s'est passé à Londres. Au début, à Londres, c'était pas assez incitatif, si tu veux. Le tarif n'était pas assez élevé. Ça devait être de l'ordre de 5 € à peu près le péage urbain, donc c'est quand même déjà 2 fois plus que ce qu'on nous propose là, tu vois. 5 €, ça suffisait pas, ça n'a pas fait baisser le nombre de gens, parce que, toujours pour les mêmes raisons, quand il faut que tu payes un parking une journée entière, etc., et au final, les 5 balles, tu les mets, quoi. Et puis, il y avait beaucoup de professionnels, en fait, donc peut-être que ça passe en frais, peut-être que, voilà. Bon, quand c'est passé à 13 €, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est 13 € le péage urbain, et après, tu as encore quelque chose en fonction de ton véhicule, etc., ça peut monter à des sommes assez astronomiques. Alors là, c'est sûr que là, il y a eu 20 ou 30%, si je ne m'abuse, de réduction de la circulation, etc., dans le centre de Londres. Bon, là, en l'occurrence, Anne Hidalgo a dit ça. Elle dit juste, la seule chose qu'elle accepterait, enfin, elle a sorti, si vous voulez, le péage urbain à 2 conditions. La première, c'est que ça finance des transports gratuits, transports en commun. Elle a dit, moi, je veux bien qu'on mette un péage urbain, mais il faut que ça finance les transports gratuits pour ceux qui prennent ça incitera les gens à prendre les transports. Bon, why not? Et alors la deuxième, qui me fait un peu plus mal aux gencives, personnellement, c'est qu'elle veut étendre la zone, en fait, du péage urbain
à toute la partie dense autour de Paris. C'est-à-dire, en gros, c'est pareil que pour Critère, c'est-à-dire jusqu'à la 86. Quoi. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les villes de proche banlieue parisienne, première, voire limite deuxième couronne, seraient concernées par le péage selon elles. Quoi. Wow. Donc là, ça veut dire que tu habites en banlieue, tu sors ta voiture pour aller chercher le pain, t'as droit à la... Non mais, waouh. Et là, tu te dis, bon, ça va dans les zones où il y a des transports en commun, les gars. Quand t'as un métro tous les 300 mètres autour de chez toi, ça va bien. Mais quand t'habites en banlieue et que t'es rapatrié par les corbeaux, que t'as rien du tout pour te déplacer quasiment, parce que c'est ça, parfois, il y a entre 2 lignes de bus, tu peux être obligé de prendre 3 lignes de bus pour aller à 4 km, quoi. Et là, d'un seul coup, la contrainte, elle est vachement plus grande. Donc si en plus, on taxe les gens qui déjà n'ont pas des transports en commun très développés autour de chez eux, si en plus on leur dit c'est 2,50 ou c'est 5 € à chaque fois que tu prends ta bagnole pour aller chercher le pain, ou ton gamin à l'école, ou ceci ou cela à chaque fois que tu sors de chez toi, ça va devenir un petit peu compliqué. Mais quelque chose me dit qu'à un moment, il faudra bien financer le Grand Paris Express, tous les transports en commun en tout genre, et que voilà, la dérégulation là, du prix des amendes pour le stationnement, tout ça, ça a été fait un petit peu pour ça en fait. Ouais. Ça permet aux villes de mettre le prix qu'on veut, l'amende, le tarif qu'on veut, c'est aussi pour financer des choses comme ça. Hein. Donc c'est peut-être l'histoire qui veut ça. Peut-être que maintenant, pour rouler, simplement sortir de chez soi avec son véhicule, il faudra payer. Point. C'est peut-être comme ça. Moi, je ne sais pas si ça vous plaît. Dites-le nous dans les commentaires. Je ne suis pas sûr. Mais n'hésitez pas. Dites-le quand même. Ça fait toujours... Dites-le pas trop fort quand même. Non, pas trop fort quand même. Bon, voilà. J'espère que ça vous a appris quelques trucs. Si toutefois, c'était pas le cas. En tout cas, alors, je vous le redis, on va vous reposer des questions. Profitez-en. Montrez-vous, faites-nous plaisir. Qu'on sache à qui on s'adresse, qu'on s'amuse, qu'on rigole tous ensemble. Voilà, et profitez-en. On vous donne la parole, profitez-en, franchement. Envoyez-nous des petits selfies. Quand on vous posera des questions, ce sera avec plaisir qu'on diffusera les plus sympas, ceux qui vraiment... je vous dis rien, parce que je vous laisse un peu d'originalité. Ça peut être cool. Profitez-en, rigolons ensemble, ça nous fera toujours plaisir. Voilà, on passe à la Minute du Doc. C'est parti. Salut, bienvenue à la Minute du Doc. Alors cette semaine au salon, j'ai croisé Jean-Claude. Il a eu un petit problème avec sa moto, il s'est fait arrêter en interfile. Il n'avait pas de warning. Et la police lui a dit qu'il fallait des warnings pour pouvoir faire de l'interfile. Alors j'ai vérifié, a priori, il n'y a pas besoin. Donc s'il y a un motard de la police ou de la gendarmerie qui peut nous confirmer ça, ça serait cool. Et comme ça, on aura la réponse. Et du coup, il y a Jean-Claude, il voulait quand même poser un kit warning sur sa moto. Alors apparemment, il a du mal à le trouver. Moi, j'en ai quand même trouvé sur le net. Donc tu pourras le trouver sur Louis Moto. Et bien sûr, tu pourras le faire poser chez Dog Biker à Lyon, comme tu voulais. Donc on va pouvoir résoudre ton problème. Et je suis sûr qu'on aura la réponse, savoir si vraiment il faut des warnings entre les voitures. Allez, salut! Hashtag Minute du Doc, c'est ce qu'il faut mettre dans les commentaires. Si vous voulez que Mathieu réponde à vos questions directement, n'hésitez pas, vous mettez hashtag Minute du Doc et puis vous lui posez votre question et il répond le plus vite possible, c'est promis. Et puis il va peut-être même revenir sur une grosse émission de ces jours. Ça c'est pas complètement exclu ça comme idée. Donc n'hésitez pas, hashtag Minute du Doc. Et c'est parti pour le quiz. Le quiz avec Clémentine. Ça va bien, Clémentine? Bonjour, ça va bien, et vous? Oui, Clémentine, ça va, et toi? Tu m'as fait un sourire. Ouais. Wow. Pourtant, ça va mieux. Pourtant, t'as vu, j'ai troqué mon costume de clown. Mon costume de Clémotard contre Dark Clem. Ouais. Donc, c'est-à-dire que je vais être très spécialement très méchante, mais qu'avec toi, évidemment, parce que vous, je vais être très gentille. Plus avec Philippe, quand même. Ouais, c'est gentil, merci. Alors... ouais, parce que il a troqué ta place de chouchou. Voilà. C'est ça parce que tu avais une FXDR. Ouais. C'est exactement, c'est pour la FXDR. Ouais, monoplace, t'imagines en plus. Ouais, t'imagines qu'il a été biplace. Ouais, je suis montée sur le réservoir et voilà. Sur notre 240. Ouais, on arrive. Voilà. Et puis parce que toi, j'ai entendu au début de l'émission que sur la TRK, le débrief, que je marchais toute seule sur le bord de la route et que tu voulais pas me prendre. C'est une autre personne qui est passée. Mais de toute façon, moi j'ai rien dit, madame. Tu m'aurais pris en autostop. Je ne t'aurais pas suivi parce que la dernière fois qu'on est monté ensemble sur une bécane, tu sais ce qui s'est passé? Le coup de la panne. On a dû la pousser sur 10 km parce qu'il n'y avait plus d'essence. C'est vrai. Donc du coup, et voilà. Donc je ne monte maintenant qu'avec Philippe et que sur la FXT. Voilà.
Voilà. Fallait mieux jouer votre coup, les gars. Ouais. Donc on commence, les garçons? Oui. Eh ben on commence par le petit détail. Oh là là. C'est... Alors attends, qu'est-ce moi, que c'est que cette histoire? Je tape. Tu tapes. Déjà? Vas-y. Moi, je dirais que c'est une Duke 790. Non. Une Duke 790? Ouais, rapport à cet échappement qui part en l'air et le ressort blanc, là. Ça serait pas un MSX Honda? Non. Bon, bah... J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ça serait pas la Mégane RS que vous avez essayé? Mais non. Je vois pas du tout ce que ça peut être. Elle aussi, t'as des amortisseurs blancs, des... Non, d'accord, désolé. Ulysse, c'est jaune. Alors, Bon, alors il n'y a pas la marque. Non. Alors, allez, je vous laisse une petite chance chacun de vouloir rebuzzer. Mais alors vite, rapido. On peut la ce qui vous passe par la tête. Elle est trop loin derrière toi. Bon, allez, vas-y, dis, parce on est qu'on sur 125. On sait pas. Oui. On est sur 125, oui. je sais, je reconnais le truc. Ouais, mais on sait pas. Le Monkey 125. Non, c'est dit, je l'ai dit. Non, le Monkey, il a deux petits. Oui, mais parce qu'il a deux petits amortos, alors que le Monkey, il en a qu'un central, comme ça, tu vois. Donc je me suis dit, c'est peut-être ça. Allez, CB125R. Voilà. Non. Non, mais je sais que c'est. Non, et toujours pas la marque. Bon, bah vas-y, dis-le, parce que là, sinon, on va pas y passer la nuit. C'est une marque du groupe Piaggio. Ah. Donc c'est une Aprilia RS ou une Chono 125 RS 125, c'est la RS 125. Non. Allez, presque. Allez. Aprilia. Ouais. Ah oui, Aprilia, oui. Mince, Aprilia Tuono 125. Non, je l'ai dit. Ah mince. RS 125, RS4. RSV. Non, c'est pas un scoot, non. C'est pas une RS. SX. Ah, SX. Ah oui. Mais c'est pas un 50? Non, c'est 125. C'est le SX 125? Oui. Oh, trop dur. D'ailleurs, on va pouvoir avoir la petite réponse pour que vous puissiez voir. Dur. Ah, mais ça revient. C'est un essai de 1872. Ouais, c'est ça, ouais. Mais elle est pas mal en l'occurrence. Pierre-André Le C'était fait exprès. Tout à fait, mais j'ai dit Dark Clem, c'est-à-dire que c'est plus dur. Ah ouais, voilà. En l'occurrence, elle était mignonne cette petite bécane. Moi, je la trouve super. T'en as déjà vu une en vrai? vrai? C'était sympa. Oui. Pas moi. Lors de l'essai. Ah, c'est ça. J'y étais pas, donc forcément. Non, parce qu'on est sur des trucs super haut de gamme, pointu, très cher, avec des moteurs liquides. Ça les vaut, mais on les voit pas. Non, en Italie, il y en a eu pas mal. 125 moteurs liquides. Allez, on passe au son? On passe au son, allez, c'est parti. Ça, c'est un bicylindre. Non, ça, c'est un 4. Je rigole. C'est très court, hein, donc là, c'est au taquet. Tu peux refaire? Ah ouais, c'est du BM, c'est du Yesmi là. Putain, tu sais que j'allais dire pareil. S1000RR. Alors là, je sais même plus vous donner de lettre. S1000RR. S1000R. Attends, moi je vais juste réécouter une dernière fois. Vas-y, remets. Je peux. Je connais la... Sinon, c'est autre chose. Attends. Je connais la patronne. Mais oui, c'est BM. Le tout début. Le début un peu brutal comme ça, là. Ouais, c'est du S1000. Un peu rocailleux, là. Hein. Non, c'est autre chose pour moi. Ça, c'est une MV, ça. Ah, je sens l'inertie du... Ah bah non, on a dit 4 cylindres. Ah ouais. Non, nul. Non, bon. c'est une S1000. Après, laquelle je suis pas sûr qu'on soit ça chez pourrait BM. même être une XR. Je suis pas sûr qu'on soit chez Vous BM. êtes tellement sûr de vous, c'est impressionnant. Impressionnant, on n'est pas chez BM. C'est pas du tout ça. Oh yes. Oh la honte. Pas chez BM. Non, mais il y a un côté, On est au Japon. il y a un côté ou du brutal, non. Ah non, c'est Ah, non, si, ça peut être un... Ça peut être le nouveau CB1000R. Ça peut être un 3 cylindres. Non, c'est un 4 pattes. On n'est pas chez Honda. Oh, fichtre. GSXS. On n'est pas chez Suzuki. On n'est pas chez C'est sûr que c'est pas une Agusta. T'as vu ça? Non, elle m'a dit non. Agusta, je croyais qu'il y avait l'inertie du moteur. Du côté, tu sais que... Ouais. On n'est pas chez Mamie. On n'est pas chez Mamie. Vas-y. Non, je te sens bien. C'est pas une Triomphe Street quelque chose. On n'est pas chez Triomphe. Non, bah non. Attends, c'est un truc de fou, on est nulle part alors. On est chez quoi si, là? on est sur le seul que vous avez pas cité. Kawasaki. Non, on n'est pas chez Kawa. 900. On est chez Yamaha alors. On est chez Yamaha. Ah bah c'est un MT10. Ah non, n'importe quoi, mais c'est pas le crossplane. C'est la MT-09. C'est le 3 cylindres. Non. Oh, putain, on va toutes les faire, c'est pas possible. C'est pas possible, attends, c'est une quoi FJR. Merde, mince, pardon. Mais qu'est-ce qu'il peut faire un boucan pareil chez Yam? C'est pas le crossplane, ça, on l'aura connu le crossplane. Vous manquez de temps là. Non mais vas-y. Allez, vas-y. XSR 900. Tu vois, c'était un 3 cylindres. Ouais. Bah ouais, mais c'est pareil qu'une MT-09.
Non, parce que là tu sens, écoute bien, tu vois que c'est pas le même phare. C'est Fasterson. C'est pas le même phare. T'as entendu ou pas que c'était pas le même phare? Arrête-toi. C'est moi qui l'ai faite en plus. Oh, la vidéo, vous pouvez la regarder, c'est moi. Parce que c'est CVTE, non? Non, c'est CVTE, non, raconte. Oh là là. Regarde, tu vois, toi, la belle image. C'est moi, j'étais bien là, toi, j'étais au top. XLR 900. C'est mauvais. Non, mais il y avait un côté brutal au début. Ah ouais, carrément. Et je me serais bien vu sur une S1000. Elle était quand même pas mal. Ouais. On s'est fait avoir. Toi, j'ai dit billes, vous avez dit 4, finalement on était à 3. Ah, mais je sentais qu'à un moment donné, il y avait pour rigoler parce que pour une fois, j'avais reconnu quand même. Enfin bon, tout le monde a le droit de se tromper. Bon, on était nuls. Bon, alors, 0 pointé partout. Voilà, ça ne nous valorise pas. Donc, on a une chance de se rattraper. Les cheveux plus clairs, oui. Ouais, non mais voilà, j'avais dit. C'est très bien. C'est très bien parce que moi, je m'amuse beaucoup. Et donc, du coup, on va essayer de se rattraper avec la question. Et alors, cette semaine, va falloir faire du calcul mental, les garçons. J'adore ça. Parce que je suis excellent. Oui, c'était spécialement pour te... Vas-y, je sais. Du coup, je vais vous mettre dans une situation, bon, je l'avoue, un peu improbable. Attends, je prends ma calculette. Un peu. Oui, tu peux. Tu peux. Oh non. Voilà. Vas-y. Donc, situation un peu improbable, je l'avoue, même si, bon, je suis sûre que quelqu'un l'a déjà fait quelque part dans le monde, mais bon. Donc, vous êtes motard. Hein. Vous circulez dans une voie de bus. Oui. En plein phare, sans gants, avec un excès de vitesse entre 20 et 30 km/h. Au-dessus de la vitesse autorisée. Et au bout de la route, vous grillez un feu. Je vous demande à combien s'élève l'amende et combien s'élève la perte de points. Bon, les points, j'ai pris la parole. Je sais que tu peux pas perdre plus de 6 points sur une infraction. À la fois. Je me marre. Ok, t'as dit 6 points, c'est parfait. Non, mais on n'est pas au max. Je vous laisse même une chance. 6 plus 2, c'est pas ça? C'est 8. C'est 8, voilà, c'est ça, c'est 8. C'est 8 points. T'avais pas appuyé, lui il a appuyé. Voilà. Mais je n'ai pas ma réponse là. Non mais ce sera 8 points. Non, je vous demande à combien s'élève l'amende en tout pour les infractions réussies. L'amende plus, mais non, plus le nombre de points perdus. 1745 € et 8 points. Sans calcul, comme ça. Ce qui compte, c'est la conviction, le reste. Donc c'est comme la semaine dernière. Bon. Exactement. 1745 € et 8 points. Avec le doigt interrogateur, toujours. Voilà. Ouais. Je chauffe? Non. En tout cas, c'était 8 points. Comment tu veux qu'on sache? Ah, tu veux qu'on compte tout? Parce que tu fais ça, tous les matins? Je vous ai dit. Non, mais c'est pas possible. Une voie de bus. Mais non, mais c'est pas possible. Plus le plein phare, plus le sans gants, plus plein phare, la vitesse au-dessus et plus le feu grillé. 2, ça fait 6. 3. Et je retiens 8, c'est le carré de 17. Non, mais je sais pas, points, francs. 1000 €. Cherche pas, les points, ça peut être 8, enfin ça peut être 8 max. Donc c'est plus l'amende. Mais l'amende, je dirais 1000 € quoi, à tout péter, non? Pas plus quoi. Non, pas plus, c'est vrai, c'est moins. Ah, tu vois. Allez, 900. 900 et combien de points? 8. 890. On n'est pas juste prix. Sérieux, 890,9. Les marchands de tapis, quoi. Mais comment veux-tu qu'on sache? ça? C'était une très belle manucure. Arrêtez un peu de la tchatcher. Tu peux y aller, je le connais par cœur. Ça mène à rien l'histoire. 891? Non, moi j'avais dit 8 points de toute façon. Et puis, je sais plus combien maxi tu peux te prendre d'amende. Bah 8. Non, il n'y a pas de maxi là au niveau de l'amende. Il n'y a pas de maxi sur les amendes. Non, mais jamais je tu peux y aller. Il y a des C'était amendes. quel est l'animateur du Moi je trouve que la question elle s'éloigne de la réalité. On fait jamais Patrick. On va l'avoir le résultat. Alors ou pas le résultat, donc, circuler sur une voie de bus, 135 €. En plein phare, 135. Sans gants, 68 plus 1 point. Excès de vitesse entre 20 et 30 km/h, 135 plus 2 points. Et le feu, 135 plus 4 points. Ce qui fait donc 608 € et 7 points au total. Et tu sais quoi, circuler dans la voie de bus, il y a des points aussi. Non, circuler dans la voie de bus, 135, il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points? Ah bon? Tu peux circuler dans la voie de bus sans te... D'accord. C'est assez bon marché. C'est assez bon marché en fait. Je m'attendais à pire. encore les infractions où tu n'as pas de points aujourd'hui. Plein phare, pareil, pas de points. C'est vrai. Plein phare, pas de points. Non, c'est plein phare abusif. C'est-à-dire que bon, là, logiquement, déjà tu roules dans une voie de bus, plein phare, il n'est pas nécessaire normalement. C'est parce que tu roules dans une voie de bus. Enfin, si tu c'est dangereux. Tu culpabilises. Donc, ding ding. Après, si t'es myope. C'est pour qu'on te voit, oui, voilà. Si t'es myope.
Bon, si t'écoutes. D'accord. C'est votre dernier prix C'est votre dernier prix? Bah écoutez, moi je calcule quand même parce que 0, 0, 0 sur les 3 questions. Bonne journée. La tête à Toto. Bonne journée pour l'équipe. Ouais. Bon, Donc, on se rattrape avec les occasions ou quoi là? On se rattrape Ouais, avec je compte sur toi, t'oublies pas. Toc, toc, toc. Donc, Triomphe Street Cup, ça explique pourquoi je savonne un petit peu sur ce coup-là. Elle est bien, hein. Et ça c'est sympa. Ouais, j'ai même un pote moi qui est en train d'en vendre une. Un furieux dans la ville. Un furieux dans la ville. Maasai Scrambler 125, ça aussi ça arrive en occasion. Elle était mini cette petite bécane, un petit Maasai Scrambler 125. BMR 1200 GS donc de 2017, c'est-à-dire l'Euro 4. Oui, ça commence. Je dis ça, c'est parce que bon, la 1250, elle n'est pas donnée quand même. Donc ça peut peut-être intéresser quand même ceux qui veulent une GS à un prix moindre. Voilà, surtout qu'elle n'est pas complètement larguée non plus. Et puis le T-Max, bien sûr. Ça y est, les T-Max sont arrivés en occasion. Il y en a eu beaucoup de vendus et donc il commence à y en avoir pas mal aussi en occasion. Donc on peut retrouver ça sur les pages des petites annonces de Motoservice, entre autres. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Il devrait y en avoir quand même pas mal. Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine, déjà, puisque c'est la fin de cette émission. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir, avec Mehdi, avec Philippe, avec Clémentine aussi, si elle veut bien nous faire cet honneur, cette joie, ce grand plaisir. Voilà, normalement là, ça devrait pas mal. Voilà, là je suis brossé. Pas mal là. Alors brossé, c'est bien. Poli ça même. Va, ça va là, maman? Ça passe. Alors très bien. Alors on y va. Voilà. Donc à la semaine prochaine. Salut, à la semaine prochaine. Ciao.